Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas
idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur
sur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve comme d'habitude, vous le savez, pour le Juste Bistrot. On ajuste la lumière, ce serait con de ne pas voir ce teint. Allez, voilà, c'est important, j'espère que vous êtes à fond, les amis, que vous allez bien, que ça roule pour vous en ce joli mercredi de farce tranquille. Ah oui, c'est prêt, c'est dans la boîte depuis ce matin. Un épisode de vacances, mais il y a de quoi bricoler. Il y a de quoi... Si. Ils nous ont quand même donné des billes et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà les amis, on est ensemble jusqu'à 18h environ, vous le savez. Et après, hop, tout de suite, je vous envoie vers la farce tranquille. C'est bien pensé, c'est joliment calibré. Voilà, merci beaucoup. Je vois que tout le monde s'installe gentiment. À mon Laurent Watteau, 14e mois de sub. Merci beaucoup également à IMD80, c'est le 11e mois. Magnifique performance. On a qui d'autre? Urkando 66 le 2e mois, merci beaucoup. Skunk Kamikaze Subprime 4e mois, merci. Et voilà, merci les copains. Merci à vous pour le soutien. Et le Martin Vlachier qui est là, magnifique pour le 10e mois. C'est du plaisir. Alors il y a et Marie F1003 pour le 2e mois. Merci beaucoup, c'est magnifique, ça tombe comme si l'on pleuvait. Il y a mon Bamevla qui dit le son est faible ou c'est chez moi. Alors, c'est possible que j'ai fait de la merde. Attention. Si je pousse là, allô? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Je sais pas, faut dire. Est-ce que ça allô Houston à la base ou pas? On est pas mal. Dites ce que vous en pensez, bien sûr, au niveau du son. Non, chez moi aussi, son faible, obligé de mettre des enceintes. Un peu faible et grave. J'ai touché un truc, Edouard, je crois. J'ai touché là-dessus. C'est moi, j'ai fait des bêtises. J'ai changé ça, là. J'ai mis... Ah non. Ça, allô? C'est bien ou pas? Parce que je parle plus loin. C'est mieux en termes de volume. C'est juste moins... Là, ça va, là? Ouais, tu peux y aller. Là, c'est bon, là? Ça marche? Allô? Bonjour. Ouais, bonjour, voilà. Plus fort, là. C'est pas mal. Bon, on va dire que c'est bien. On va dire que c'est pas mal. On va dire que ça marche comme ça. Parce que comme je parle un peu de loin, voilà, c'est mieux. Bon, bah voilà. Après, j'ai un plus, là, si j'appuie. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a un plus, en tout cas. Donc,
Voilà les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une émission tout en détente, vous l'aurez vu au titre de la vidéo, on va parler de Klaus Schwab. On l'avait dit avant les vacances, je vous avais dit qu'on ferait cet exercice-là et j'avais envie de le faire. C'est-à-dire qu'on va regarder un interview de 2018 de Klaus Schwab pour voir quel est le discours du monsieur. Parce que on a peur, on le présente comme un Palpatine et tout, mais finalement, combien d'entre nous se sont vraiment confrontés à ces discours? Et je voulais qu'on le fasse, tu vois. Parce qu'on est des gens sérieux, responsables, humanistes, et on refuse le complotisme. Voilà, nous avons la médaille Reichstadt. Donc là, c'est du officiel. On va parler de ça, on va parler, alors, suite et fin, parce que je commence à en avoir ras le cul, l'affaire Agresti-Roubache, on va en parler une dernière fois avec Macron qui, symboliquement, bien entendu, a uriné sur Elisabeth Borne. En tout cas, c'est la lettre d'information Politico qui nous donne un élément supplémentaire. On va parler de ça, mais ça va aller très vite, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas l'affaire du siècle, puis on en a un peu rien à foutre. Mais par contre, on a eu une info intéressante ce matin, dans le canard enchaîné sur le futur 49.3 qui va arriver avec encore une belle manipulation du gouvernement. Alors vous connaissez la maison, je préfère vous prévenir, hein, comme ça quand les médias vont nous sortir les débats pour tenter de noyer le poisson en disant ah on comprend pas, il y aura peut-être pas de 49.3, il y en aura peut-être un, non, voilà, je préfère vous prévenir, ça va arriver d'ici la fin septembre, au moins on sera au clair, voilà un petit peu le programme de la journée jusqu'à 18h. Il y a Dark Gehu qui nous dit dans le chat Mélanie aussi. Par rapport à quoi, cher ami? Par rapport à quoi? Parce que c'est vrai que Mélanie, il y a une actualité dont on n'a pas parlé hier, je voulais vous en parler, rapidos. Ah bah déjà, voilà, ça. Non, bah en fait, c'est déjà fini, tu vois. Ouais. Ah putain, mais décidément, je radote de jour en jour, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu vois, j'allais vous dire, donc en fait, on a appris avant-hier, non, le 8 août, on a appris hier, regardez, Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni décide de taxer les super profits des banques par mesure d'équité sociale. Hier, je voulais vous parler de ça, tu vois. Le gouvernement de Giorgia Meloni a décidé d'instaurer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques qui profitent des taux d'intérêt élevés. Auparavant, l'Italie, comme d'autres pays européens, avait déjà ciblé les entreprises du secteur de l'énergie. Donc, vous savez, ces fameux super profits où en France, ça n'existe pas. En fait, on nous a expliqué, Bruno Le Maire nous a dit que ça n'existe pas. Alors, l'Italie a fait une mesure qu'on pourrait d'ailleurs dire de gauche, hein, c'est intéressant, et c'est vrai que quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, ah bah, c'est chouette, comme quoi, parfois ça fait du bien d'être fasciste. Attention, ne coupez pas la séquence pour sortir du contexte. Je dis ça parce que Giorgia Meloni, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme, là on a une mesure qui va dans le sens de ce que des partis de gauche et d'extrême gauche en France proposent. Donc comme quoi, tous les chemins mènent à Nuremberg. Et non, en fait non. Non, parce que en fait, les cours de bourse de certaines grandes banques italiennes se sont effondrés, enfin, ont perdu entre 6 et 7% d'ailleurs à la suite de cette annonce. Et en fait, ils ont fait marche arrière déjà. Ouais, ils ont fait marche arrière. La bourse s'effondre après l'annonce d'une taxe sur les surprofits. Le gouvernement recule. Le gouvernement souhaite imposer une taxe de 40% sur les surprofits aux banques. Mais face à la chute des titres du secteur financier en bourse, le gouvernement de Giorgia Meloni a corrigé le tir en instaurant un plafond à la taxe. Ouais. Alors, on le disait déjà hier, donc je radote, je suis désolé, mais c'est pas moi, c'est l'actualité. Moi, j'y suis pour rien, je ne suis qu'un ménestrel. Mais tout ça pour dire une fois de plus, c'est ce qu'on disait déjà hier, droite, gauche, extrême droite, ce ne sont pas eux qui, in fine, tirent les ficelles. On voit bien que c'est la bourse avec un grand B qui tire les ficelles de ce pouvoir-là. Une bourse qui tirerait même les ficelles de l'Union européenne. C'est peut-être un peu réducteur de présenter la politique comme ça, mais rappelons quand même que Giorgia Meloni, avant même d'être élue, l'un des premiers milieux qu'elle va rassurer politiquement pour dire « vous inquiétez pas, avec moi ça va bien se passer », c'était les milieux d'entreprise et les milieux bancaires. Donc on voit bien que derrière le rideau, on en vient toujours là. Si les banques qui prêtent l'argent aux États disent ça nous plaît pas, donc on peut suspendre, on peut par exemple augmenter vos taux d'intérêt. Quand tu vois le montant des dettes des États,
0,1% de taux d'intérêt, ça représente déjà plusieurs milliards d'euros. Donc on voit bien toute la supercherie en fait, de ce jeu politique qui est représenté par des grands blocs historiques certes, mais qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de sens dans la mesure où tous sont tenus par les couilles de la bourse. Voilà. Non mais je dis le gros mot, normalement c'est les cordons de la bourse, mais là on voit plus quand même les coups de pied, on sent plus la douleur avec le mot couille, je trouve. Et donc on voit bien que Giorgia Meloni, même si les journalistes de Libération sont prêts à se tailler les veines pour que le monde entier pense que Giorgia Meloni est fasciste, au bout du bout il y a toujours les banques. Il y a toujours la banque, avec ce B majuscule. Donc c'est très intéressant de voir cet exemple. En 24 heures, le gouvernement italien qui propose une mesure courageuse comme ça pour taxer les banques, et en fait, bubule, ta taxe, tu te la ranges, là où normalement on est plus sur une dynamique d'expulsion. Je vous laisse deviner. Oui. C'est assez sidérant. Et ce qui valide ce que je vous dis, en fait, enfin, ce qui valide ma théorie, mon idée, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais que vous pouvez, présenter des partis politiques comme étant les plus hors système, les plus alternatifs possibles dans le jeu actuel. Hein. Dans le jeu actuel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on en reviendra toujours à cette même réalité. Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, Fabien Roussel, j'en parle même plus. Lui, pompe à vélo d'or bientôt. Golden pompe à vélo pour Fabien Roussel, ça va venir. Vous inquiétez pas. Mais je veux dire, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, au bout du bout, c'est toujours la même chose, c'est qu'ils ne peuvent pas appliquer leur projet économique. Ils ne peuvent pas l'appliquer à 100% si les banques ne sont pas d'accord. Et là, aujourd'hui, on le voit pleinement. Donc, il faut arrêter les bêtises sur ces discours-là. Il faut les regarder pour ce qu'ils sont. Et qu'un parti qui a déjà... Enfin, comment dire ? Pour moi, un parti dont les propositions auraient du sens sur ces questions-là, c'est un parti qui évoquerait des thématiques comme la remise au centre du jeu de la Banque de France, par exemple, la reprise en main des dettes, la nationalisation des dettes et toutes ces questions-là. En attendant, on voit, et l'Italie nous donne un parfait exemple, que c'est de la cagolerie, que tout ça n'est que de la cagolerie, qu'au bout du bout, les banques, en un claquement de doigts, peuvent faire reculer les seules propositions ayant un semblant de courage qu'il peut y avoir dans des pays. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Donc tu vois, ça va vite. Hein, ça va vite. Hein. Je vais vite même. Je crois que c'est Laurie, il me semble, ou Jennifer. On sait jamais. Et puis c'est vrai qu'on s'en fout en plus, de toute façon. On s'en fout là. On a bien sûr une pensée aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu un drame pas cool. Ça c'est pas cool. L'incendie du côté de Winsenheim, dans le Haut-Rhin. J'étais juste à côté la semaine dernière. Franchement, j'étais à Diborne. À l'incendie, là, dans un gîte, avec 11 personnes décédées. Un gîte qui accueillait des personnes handicapées et leurs accompagnateurs. Vraiment drame terrible. 11 décès, apparemment 10 constatés déjà. Voilà, on a une pensée bien sûr pour les personnes disparues et pour leur famille. Ça c'est pas terrible, ça c'est pas drôle, ça c'est pas cool. Donc voilà, c'était Winsenheim, l'incendie. On en parle beaucoup du côté de l'Alsace. Voilà un petit peu sur ce sujet, la partie pas fun. La partie pas fun, c'est en France. Matlezet, c'est dans le Haut-Rhin, non loin de Colmar. Je reprends un petit peu les messages du chat, les amis. On a LOSC 2023 qui nous dit « Les Grecs et Espagnols ont été obligés de vendre tous leurs biens après la crise financière de 2015. » Et effectivement. Un jour, il faudra qu'on fasse... Ça fait partie des thèmes. Il faudrait que je fasse un Google Drive, une connerie, je sais pas quoi, vous dites les thèmes que vous voulez traiter, et moi aussi je dis les miens, mais celui-là, ce thème me plaît bien en fait, finalement des trajectoires de ces partis politiques dans d'autres pays européens qui ont proposé des lignes alternatives, alors avec perte et fracas parfois. On pense par exemple à Podemos, qui malheureusement s'est terminé sur une grande supercherie, avec c'était Pablo Iglesias, je crois. Oui, c'est ça, Pablo Iglesias, celui qui était à la tête du mouvement Podemos, qui a eu un succès électoral assez colossal dans les premières années, pour finir en fait sur un parti qui s'est allié avec les partis plus historiques. On pense également à Alexis Tsipras en Grèce, qui a été, disons que dans la catégorie
de ceux qui ont trompé le peuple, Tsipras, c'est quand même la médaille d'or. Hein. On est sur de la médaille d'or. On est sur de la médaille d'or. Hein, quelqu'un qui proposait, qui a fait croire à un parti qui défendait les intérêts du peuple, un parti populaire, certains diront populiste. Et en vérité, on voit que du jour au lendemain, quasiment, il a fait marche arrière pour accepter les conditions des plans de financement, enfin, des plans de finance, des plans d'austérité européens, en trompant tout son peuple. Hein, c'était il y a un peu moins de 10 ans maintenant. C'est purement sidérant, donc il faut aussi se méfier de tout cela. Je pense par exemple, alors je vous dis ça de manière tout à fait gratuite, mais je pense par exemple qu'un Éric Zemmour a dans son ADN politique quelque chose de Tsipras. C'est-à-dire une émergence éclair, la confiance du peuple, le soutien des médias avec cette capacité à faire croire, enfin à se présenter et à être présenté comme l'homme présidentiel, comme l'homme providentiel, pardon, lapsus, mais qui tôt ou tard trompera le peuple de par la puissance des intérêts qui lui seront opposés. Je crois franchement à ça. Après, c'est vrai qu'il y a Barbatruc 3 qui dit « Avait-il le choix ?» pour revenir à Tsipras. Je crois qu'on a toujours le choix. D'autant plus politiquement. Alors, effectivement, c'est facile à dire, là, dans le confort de ma chaise, faut voir le moment donné. Mais aujourd'hui, si on met tout ça sur une table, si on regarde ce qu'est devenu la Grèce en acceptant les conditions de rigueur, enfin d'austérité européenne, et si on imagine un monde où la Grèce a quitté l'Union européenne et donc a suivi son bonhomme de chemin, personnellement, je ne prendrais pas le risque de dire qu'une Grèce hors de l'Union européenne s'en serait plus mal sortie. Je ne dis pas non plus qu'elle s'en serait mieux sortie, mais j'aurais du mal à être certain du destin qui aurait été celui de la Grèce. Il suffit de voir le destin de la Grande-Bretagne. On ne parle pas du même pays, on parle pas effectivement de la même puissance économique, de la même industrie et compagnie, mais rappelez-vous quand même les oiseaux de mauvais augure qui disaient la Grande-Bretagne va se péter la gueule, les nuages de criquet, presque en fait la Grande-Bretagne allait exploser à la minute même où elle sortait de l'Union européenne. Résultat, bubule, hein, maxi bubble comme on dit. Donc je pense qu'il existe un monde où ces pays-là que l'on a soumis, comme la France est en train de l'être d'ailleurs, hein, il suffit de voir l'évolution, on en avait parlé. Je fais une grande parenthèse, mais en ce moment c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les différentes trajectoires des pays au sein de l'Union européenne. On a à la fois des choses qui se ressemblent, mais pas que. Vous prenez par exemple la Grèce avant l'application définitive des mesures d'austérité de l'UE, et même depuis, vous prenez ce qui s'est passé, vous prenez ce qui se passe aujourd'hui en France, on a des traits communs. Par exemple, la privatisation de nombreux pans des services publics et ou d'entreprises publiques. Le réseau ferroviaire en est un des meilleurs exemples. Hein. Ça commence avec l'ouverture à la concurrence, donc on voit des lignes italiennes, des lignes espagnoles qui déboulent en France aujourd'hui pour concurrencer la SNCF, à tort ou à raison en termes de prix, tout ça c'est un autre débat, mais ça a commencé comme ça, comme disait l'autre. En Grèce c'était aussi la même chose, et on a eu un accident il y a quelques mois qui a fait plusieurs dizaines de morts, et on pouvait lire, c'était Le Monde diplomatique de mai qu'on avait parlé je crois, on pouvait lire des témoignages d'experts grecs qui disaient mais la privatisation du réseau ferroviaire grec a entraîné en fait une destruction de ce réseau qui était mal entretenu, qui n'était plus vraiment habilité, tout ça, et qui a causé des accidents. Depuis 10 ans, par exemple, les systèmes de signalisation du réseau ferroviaire grec étaient dysfonctionnels pour la majorité. C'est hallucinant. Et donc en France, attention, parce que petit à petit, on suit le même chemin qui était celui de la Grande-Bretagne post-Thatcher. Donc on est pas loin non plus. Tu vois, je me suis emballé. J'ai pris un café, je suis sérieux, je te fais des grands débats comme ça. C'est voilà. Je sais pas dans le chat, hein, je regarde vos messages, les amis. Matt Le Z, étonnamment, on privatise pas les aéroports de Paris. Attention, hein, ça va se régler sous la couette. Hein, on en a parlé avec Bruno Le Maire. Babcom 5, la privatisation des profits et la nationalisation des pertes, voilà ce qu'est l'UE. 20K91, vu l'état de notre pays, on peut difficilement être pire, quoique serait capable de tenir le pari, effectivement. Sepsep 76600, et pour le prix, il faut regarder tous les à côté, car l'argent ne rentre plus dans les poches de l'État en ouvrant à la concurrence.
Ça, c'est oui, absolument. Ça, c'est vrai, absolument. Twitch Marigold, à la tienne, café aussi. Mais voilà, à la bonne vôtre, les amis. Bab comme 5, encore une fois, je vous le dis, l'UE, c'est le 4e Rage, ni plus ni moins. C'est une piste intéressante. Pendant les vacances, j'ai acheté quoi? J'ai acheté L'Ami américain d'Eric Branca. J'étais à la FNAC. J'étais à la FNAC, c'était sympa comme tout. Et j'ai acheté plein. Oh là là. J'ai acheté 13 livres pendant les vacances. Ah, elle n'en pouvait plus, madame Milieu. J'en peux plus. À chaque fois, j'allais, je dis, ah tiens, je l'ai pas celui-là. Elle me dit, oui, mais connard, c'est une librairie, il y en a plein que t'as pas. Et j'ai dit, oui, mais bon, un jour, ce sera l'inverse. Et bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est profondément débile. Hein. C'est vraiment l'endroit où je dépense des sous, quoi. C'est les livres. C'est vraiment et le vin. Il y a eu le vin un peu. À le domaine Paul Schneider, ouais, à Eguisheim où j'étais en vacances. Si jamais ils nous entendent, je veux bien un placement de produit. M'envoyer les caisses, j'en parle, mais je fais des émissions spéciales. Ah, c'était bon, putain. Franchement, c'était très très bon. Très 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 bon. Tu vois, donc rien à voir, on passe d'un sujet à l'autre, parce que vous êtes sérieux dans le chat, ça continue à papoter. Twitch Marigold, je commençais à penser ça aussi, je me suis retapé les biopics de Churchill, un mec bien, on a des nouvelles des conséquences du Brexit d'ailleurs, effectivement. Mais d'ailleurs, sur Churchill, il y a un livre. Alors, j'aimerais recevoir ce monsieur, je vous le dis, si quelqu'un le connaît, je vais relancer ça discute avec les amis, j'ai plein de contacts, plein d'idées de gens que j'aimerais beaucoup avoir pour l'émission. C'est très bien, et on le refera bien sûr, mais pour sortir aussi un petit peu des visages que l'on croise souvent sur YouTube, j'aimerais bien aller discuter avec des gens peut-être moins connus, mais qui ont beaucoup de choses à dire aussi. Et je pense bien sûr à Eric Branca, hein, qui est l'auteur de L'Ami américain, ce livre référence sur le général de Gaulle et les États-Unis, et qui a écrit un nouveau livre qui s'appelle L'Aigle et le Léopard, justement sur Churchill, les liens entre la Grande-Bretagne et le régime nazi au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ai failli l'acheter, mais je vais l'acheter. C'est vraiment, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Le Roman des damnés, sur ces scientifiques nazis qui sont partis aux États-Unis. Enfin, j'adore les livres de ce monsieur, je rêve de l'avoir sur Juste Milieu. Donc, si quelqu'un le connaît, dites-lui, mais voilà, je vais tout faire pour inviter de plus en plus en fait d'intervenants comme ça sur des sujets peut-être plus ciblés, mais je pense qu'ils seront intéressants pour ouvrir les sujets et continuer à développer Juste Milieu et à nous amener vers plein de réflexions. Voilà. Donc si vous avez des idées, les amis, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je vous redonne mon adresse mail, vous le savez. Notez-la sur les agendas partout, et puis voilà, on reste en contact. Voilà, parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion la dernière fois, et c'est très bien, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais avec tous les copains de YouTube, donc tous les copains que vous connaissez, que j'embrasse et que je salue bien sûr, je me rends compte qu'on a tendance à voir souvent les mêmes personnes en fait, et c'est normal parce que on est une petite famille, et puis on traite des sujets qui amènent forcément vers les mêmes visages, mais je pense que ça peut être chouette, et c'est ce que fait d'ailleurs, hein, par exemple l'ami Nicolas Vidal le fait beaucoup, et puis l'ami Pierre-Yves Rougeron avec le Cercle Aristote, qui est encore sur une autre dynamique, mais c'est vrai que voilà, il varie un petit peu, mais je trouve ça cool en fait qu'on puisse varier et avoir de nouveaux visages, avoir de nouvelles idées, parce que sinon j'ai pas envie qu'on recrée en fait un système médiatique auquel on tente d'échapper, quoi. C'est un peu con, si on est tout le temps qu'entre nous à parler tout le temps les mêmes choses, c'est un peu dommage. Donc tout le monde le fait super bien, et c'est cool d'aller vers là. Voilà, je partage ce truc là. Blueby 3, t'as des news de Greg? Alors pas du tout, hein. Faut que je lui envoie un message. C'est vrai qu'il avait dit, hein, pour ça je me permets de le dire, il avait dit publiquement sur sa chaîne YouTube que il traversait une période pas fastoche, hein, qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc voilà, bien sûr, j'espère que tout roule pour lui. Il a fait quelques émissions, hein, je crois, depuis chez Bistro Liberté, si je dis pas de conneries. Voilà, donc j'espère que ça roule pour lui. Remonter un petit peu la pente, hein, c'est jamais facile. Donc voilà, et puis il reviendra quand il reviendra, et puis on sera tous très heureux de le retrouver, qu'il nous revienne avec la banane. Voilà, ça c'est le plus important, autant que faire se peut. Voilà, qu'il prenne le temps nécessaire. Ça c'est important. C'est pas simple, hein.
Ça, c'est un peu la tuilasse. Donc, en attendant, envoyez-lui plein de commentaires sympatoches. Voilà, c'est le plus important de garder la banane et qu'on puisse le soutenir le temps que ça revienne. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra. On est des humains aussi. Pas déconner. Ça suffit maintenant. Voilà. Beryl Maria, tu devrais inviter Morad El à table et achetons son bouquin. Je suis en contact, t'inquiète, j'ai commencé à m'organiser, t'inquiète pas. Là, les vacances ont été intéressantes, j'ai pensé à pas mal de gens et tout, t'inquiète pas. Donc voilà un petit peu les copains. Gaëtan du 44 qui dit si on reste entre gens qui pensent pareil, on va tourner en rond. Je pense c'est ce qui me fait peur aussi. Donc je pense que c'est chouette. Matt Le Z qui dit une petite surprise, c'est-à-dire par rapport à quoi, cher ami? Ah, j'ai soif moi. Ah, c'est bon l'eau quand même. C'est bon, franchement c'est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les amis? On avait dit quoi dans les sujets? Ah oui, avant de parler de Clochefab, cette histoire de 49.3 à venir. Alors, je vais vous le montrer parce que c'est dans le canard enchaîné du jour, les copains. Si vous voulez creuser le sujet, on avait déjà fait ça. Rappelez-vous, donc c'était l'article 47-1, avant justement au sujet de la réforme des retraites, presque un mois avant le début des débats. On en avait parlé, alors, je ne vais pas jouer au prophète, mais c'est vrai que parfois il faut se brosser dans le sens du poil. J'étais tout content d'avoir été peut-être dans les premiers à vous avoir parlé de cet article 49-1. Alors, tout content, on s'est quand même fait emmancher, donc il n'y a pas vraiment de grande fierté là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que rebelote et 10 d'air. Ça recommence. Nicolas, ça recommence parce que c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour avec, dès la fin du mois de septembre, nos parlementaires vont rentrer de leurs vacances. Vous comprenez quand même, ils étaient fatigués. Il fallait qu'ils se reposent. C'est quand même pas facile tous les jours d'hurler dans un hémicycle et d'écrire des conneries sur les réseaux sociaux. Et là, ils vont revenir dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques. Donc un projet extrêmement important qui avait déjà été rejeté en décembre 2022. Et c'est notamment les députés, les Républicains, qui avaient permis de faire pencher la balance. Alors, on va tout de suite évacuer le sujet. Les députés les Républicains, ça n'est pas le courage qui les étouffe. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont même pas fait exprès de faire pencher la balance. Parce que s'ils avaient pris un coup de pression du gouvernement, ils auraient fait comme d'habitude en disant... on n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, ce sont des gens qui te disent, sur des projets où ils peuvent montrer leur poids sans faire s'écrouler les projets du gouvernement, ils sont là. Par contre, par exemple, sur la motion de censure, bubule, c'est le désert du Sahara, tu vois. Donc, attention quand même à ne pas se tromper, les mots courage et les républicains souvent n'ont rien à faire dans la même phrase. Voilà, c'est très très important. Donc tout ça pour donner un petit peu le contexte de ce qui va se passer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, je vous donne tous les amis, les copains, toutes les infos, pardon, les copains. Ce qui est intéressant, c'est que la rentrée parlementaire, normalement, a lieu plutôt en octobre, au début du mois d'octobre. Alors, vous allez me dire, Rémi, pourquoi? Pourquoi sera-ce le 25 septembre 2023? Et là, j'ai la réponse. Et là, j'y réponds. Parce que, alors j'y réponds en m'appuyant sur ce que dit le canard enchaîné. Merci à Le Prince du Lac, qui vient de sub 14e mois, merci beaucoup. La rentrée va être avancée. Et cela, c'est le gouvernement qui l'a décidé. Oui, c'est le gouvernement qui l'a décidé dans le cadre d'une session extraordinaire. Alors, quand je dis extraordinaire, vous allez me dire, Rémi, c'est un mot d'usage. Tu dis extraordinaire comme tu pourrais dire Kouglof, tu vois. Sauf que ça n'aurait pas de sens. Mais je dis extraordinaire parce que c'est vraiment le terme. C'est-à-dire, c'est prévu par la loi. Le gouvernement peut convoquer des sessions extraordinaires pour étudier certains projets, notamment des projets d'ampleur, tu vois. Et là, c'est quand même le projet de loi de programmation des finances publiques. Donc, le gouvernement a dit session extraordinaire. Alors, pourquoi le gouvernement n'a pas attendu? Vous allez me dire. Écoutez, j'y réponds. Quoi, Sarkozy? Il y a de l'imitation aussi. Parce qu'il faut rigoler, sinon on n'y arrive pas. Alors, le gouvernement fait cette session extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, ils avaient pris déjà une première branlée en décembre 2022
avec les LR qui avaient permis de faire pencher la balance pour refuser le vote de ce projet de loi de programmation des finances publiques. Et là, ils reviennent à la charge. Ils reviennent à la charge en session extraordinaire. Je l'ai assez dit, je crois qu'on a compris. Et pourquoi ? Écoutez, j'y réponds. C'est pas compliqué. Et je le tiens bien quand même, il y a quelque chose. Alors, au-delà de la filouterie apparente de tout ça, il y en a une. Voilà, on va tout de suite crever l'abcès et casser le mystère. Alors, la ruse du gouvernement... Alors, bon, je vais y venir, mais je fais monter la mayonnaise. À quoi sert ce projet de loi de programmation des finances publiques ? Parce qu'en soi, tu te dis, il faut bien les programmer, les finances publiques. Sinon... ce serait comme tout le reste, ce serait n'importe quoi. Donc il faut au moins qu'il y ait des trucs qui tiennent à peu près la route. Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces finances publiques ne sont pas surveillées simplement par le gouvernement français. Vous vous doutez bien que, comme souvent, quand il y a une embrouille, il faut chercher de l'autre côté du pistolet. Voilà, qui tient le pistolet. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent le pistolet, ce sont nul autre que les représentants de l'Union européenne. Et oui, parce qu'en fait, la Commission européenne surveille de très près ce projet de loi de programmation des finances publiques de la France. Dans la mesure où, tiens, comme d'habitude, allez-vous me dire, ce projet de loi doit être absolument appliqué parce qu'il a été soumis à la Commission européenne et que c'est l'une des dernières conditions que la France doit valider pour recevoir l'argent du plan de relance, les milliards, les fameux milliards du plan de relance européen. C'était déjà pareil au moment de la réforme des retraites, rappelez-vous, c'était pareil. Ça faisait partie de cet ensemble de mesures, cet ensemble de changements économiques que la France devait mettre en place pour recevoir cet argent-là. Il y avait en gros des cases à cocher pour recevoir l'argent, comme tous les autres pays le font. C'est pour ça que je vais vous parler de plus en plus des autres pays, parce qu'on a les élections européennes qui arrivent l'année prochaine, et c'est intéressant de voir pour s'aérer aussi l'esprit, et pour comprendre que cette dynamique qui est enclenchée ne concerne pas que la France. Tous les autres pays européens, en tout cas la grande majorité des autres pays européens, sont dans les mêmes débats actuellement. Beaucoup d'autres pays parlent de ces mesures-là. Regardez en Italie. En Italie, c'est la même chose. Ils parlent de mesures structurelles. Ils parlent par exemple de baisse des montants de retraite, des choses comme ça. Pour les mêmes raisons, pour obtenir l'argent du plan de relance européen. Donc en France, c'est ça. Et les pièces du puzzle se mettent en place, avec donc ce projet de loi de programmation des finances publiques qui va être étudié en session extraordinaire. La Commission européenne surveille ça de très près, parce que de toute façon, ça va devoir être mis en place, parce que la France ne peut pas faire sans cet argent. Et donc, on revient à ce que je vous disais, la boucle va être bouclée. Pourquoi session extraordinaire, allez-vous me dire ? Écoutez, c'est une excellente question. Écoutez, j'ai entendu, j'y réponds. Eh bien, tout simplement parce que la session extraordinaire permet l'utilisation du 49.3. Voilà, sans griller le joker, le fameux joker, c'est-à-dire que le gouvernement, je vous dis ce qui est écrit dans le Canard enchaîné, je source, c'est important de sourcer, la tenue d'une session extraordinaire lui permettra donc au gouvernement de ne pas griller cette cartouche constitutionnelle et d'utiliser l'unique recours possible au 49.3 hors loi budgétaire actuelle pendant la longue session ordinaire, par exemple pour le texte sur l'immigration. Donc c'est-à-dire que vous avez une session ordinaire au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, et le gouvernement n'a droit qu'à une seule utilisation de 49.3 sur un projet proposé par le gouvernement, sur un projet qu'il propose. Donc, au moment de la réforme des retraites, ils avaient utilisé le 47-1, donc c'est-à-dire ils avaient intégré la réforme des retraites dans un projet de loi budgétaire, ce qui leur permettait d'utiliser le 49.3 de manière illimitée, et rebelote. Parce que le fait d'étudier ce projet de loi de programmation des finances publiques dans le cadre d'une session extraordinaire leur permet d'avoir recours au 49.3 sans griller le joker de la session ordinaire, joker qui sera utilisé pour la loi immigration. Donc, au bout du compte, vous vous faites enculer. Non mais voilà, on va pas passer par 14 chemins. Enfin si, en l'occurrence, 1. Mais voilà, on va pas... C'est pas non plus, c'est pas sorcier ici. Donc au bout d'un moment, voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai que tous les chemins mènent au rectum. Ouais. C'est fou, hein. Session extraordinaire, on n'en avait pas trop entendu parler. Et en fait, si, hein. En fait, c'est comme ça, hein.
ça finit toujours. En fait, il gagne à tous les coups. C'est ce que l'ami Alexis Poulain a théorisé avec son Macron Ball. C'est exactement ça. C'est exactement ça. À tous les coups, ils ont raison. À tous les coups, ça gagne. Peter, ça gagne. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu le vélo. Donc non, c'est absolument bluffant. Ça va recommencer. Donc, je vous le dis, en fait, c'est rebelote. Hein, c'est vrai que ça radote beaucoup, mais je vous le dis, comme je vous l'avais dit avant la réforme des retraites, je joue pas au prophète de malheur. J'espère qu'une chose, c'est vous dire n'importe quoi et que ça ne va pas se passer comme ça et que ce sera validé au Parlement de manière tout à fait démocratique. Mais préparez-vous à un faux débat médiatique qui va avoir lieu donc à partir de la mi-septembre, je vous parie l'apéro peut-être même début septembre, et avec des médias qui vont dire oui mais non, les cagoles de tous les autres partis, alors NUPES et RN en premier lieu, qui vont arriver en nous expliquant on va tout faire contre le gouvernement, on va résister. Non mais en fait ta gueule, parce que ça va être 49.3, donc garde-toi sur le bas-côté et va bien te faire cuire le cul. Donc préparez-vous à ce théâtre qui va revenir, en fait. Comme c'était le cas déjà au moment de la réforme des retraites, le théâtre va revenir. On va retenter de nous faire croire n'importe quoi pour un projet de loi de programmation des finances publiques qui, de toute façon, est exigé par l'Union européenne. Les fact-checkers vont revenir de vacances et vont nous expliquer que non, la France n'est pas obligée de faire ça. En fait, la France, financièrement, ne peut pas faire sans l'argent du plan de relance, avec tout ce qui a été dépensé au moment du Covid. Donc, bubule. Donc, on va manger le même théâtre, avec les mêmes acteurs qui jouent très mal, et en plus, on le sait. Donc, juste pour vous dire, soyez prévenus. Voilà, soyez prévenus, pas de faux suspense, on fera pas les étonner sur Juste Milieu, on fera pas, j'espère, les étonner sur d'autres médias et compagnie, quand on va voir tous ces débiles, tous ces faux débiles d'ailleurs, tous ces parlementaires qui vont jouer aux faux débiles en pensant qu'ils ont du poids et qu'ils vont pouvoir faire reculer le gouvernement là-dessus. Ça n'est pas vrai, parce que de toute façon, la Constitution va dans leur sens et l'Union européenne va dans leur sens. Donc j'ai hâte, je vous avoue que je commence à avoir un plaisir de fin gourmet dans ces cas-là. J'ai hâte de voir les Louis Boyard, les Sandrine Rousseau, les Marine Le Pen, les Jean-Luc Mélenchon, les Fabien Roussel, de voir les syndicats aussi. Les représentants des syndicats qui vont venir à la téloche nous dire ouais, c'est une manœuvre politique, on va tout faire pour lutter contre. Non mais en fait... vas-y, voilà, va racheter de la vaseline parce qu'on a déjà fini le tube. Donc voilà, on va y aller un petit peu là-dessus. Alors, très bonne idée, hein, il y a... attendez, j'ai vu, mince, qui a dit ça mince, attends, ça va trop vite, qui a parlé de mange tes archives? C'est vrai que ça peut être une bonne idée de mettre en parallèle les deux situations. Voilà, Aliénor 333, merci beaucoup. Un petit mange tes archives, on vu. Ça peut être une bonne idée de le faire dans ce sens-là, effectivement. Mange tes archives du 49.3, juste pour rappeler, effectivement, le fait que ça va recommencer de plus belle. Très bonne idée. Je prends vos messages dans le chat, les amis, avoir un petit peu vos avis sur tout ça. Frex qui dit le pire, c'est qu'aucun parti politique qui prendrait le pouvoir suite à Macron ne détricotera toutes ces lois scélérates. Je suis d'accord, oui et non, il est possible de faire autrement, mais en l'état, les partis qu'on a effectivement feront bubule. Mehdi, Didi, pas besoin de ce plan en théorie. La licorne 301, tribunal constitutionnel corrompu aussi, on est dans le buisson piquant. Blueby 3, les syndicats, la bande de vendus. Joffoff, sortir de lieu et détruire le réseau franc-maçonnique. Voilà, au moins c'est dit. Gaëtan du 44, on ne peut pas faire sans le plan de relance, mais continuer à claquer l'argent des impôts pour aider tous les clampins du monde, Ukraine et autres. C'est effectivement ça c'est dans le débat. La girafe 84, on pourrait faire sans l'argent du plan de relance s'il ne balançait pas des milliards à droite à gauche, sans nous demander notre avis bien sûr. Effectivement, c'est un paramètre à mettre dans l'équation. Voilà. To put in the equation. Voilà. Que les choses soient dites. La messe est dite, même, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu les copains sur ce sujet-là. Donc la vidéo archive, il y a moyen qu'on la fasse. On fera peut-être réforme des retraites, rebelote. Ça peut être ça le titre, si ça vous intéresse. Vous savez quoi, je trouve que c'est tellement une bonne idée que je me le note et je vais essayer de tourner ça la semaine prochaine. Là, le programme est chargé en ce moment. À la semaine prochaine, il y a de quoi faire. Peut-être le matin, on va voir. Je vous tiens au courant. On va bricoler. Je me le note dans l'agenda, tu vois.
parce que j'ai une autre vidéo, ça reste entre nous, hein, qu'on ne me pique pas l'idée, mais j'ai envie de faire une vidéo sur Édouard Philippe. Pourquoi c'est lui qui va gagner en 2027 ? Ouais, si, tu vas voir, parce qu'ils sont tous en train de se mettre en place déjà. Et je voulais faire une vidéo là encore pour anticiper. Ça devient un petit peu facile, hein. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà les amis. Donc, 17h26, on est dans les temps, on est dans les clous. Avant 18h pour la farce tranquille, vous le savez. On va clairement aller sur le gros thème de la journée. Je crois qu'on est pas mal. Ah oui, non, alors, avant de parler de Klaus Schwab, je voulais aussi vous parler de Emmanuel Macron qui a pissé sur Elisabeth Borne. Alors, c'est une image, mais on a appris dans la lettre politique, Politico, celle de ce matin, je vous lis juste pour vous dire sur cette histoire, hein, Sabrina Agresti-Roubache, on en a parlé ces derniers jours, donc vous avez suivi, hein, l'affaire, on ne va pas tout redire. On a appris, donc vous savez, ça a fait jaser parce qu'Elisabeth Borne veut relire et maîtriser tout ce qui sort, toutes les interviews, toutes les apparitions médiatiques qui sortent du gouvernement, de la part des ministres et des membres du gouvernement. Là, Sabrina Agresti-Roubache, Bubule, Elisabeth Borne l'a appris dans la presse en interview au JDD, hein, vous savez, le journal néofasciste pro-nazi Maxi Poutine, hein, vous mettez ce que vous voulez. Et donc Elisabeth Borne n'était pas contente. Et Politico nous explique ce matin que en fait, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a donné le feu vert à Sabrina Agresti-Roubache sans en parler à Elisabeth Borne, qui est donc passée pour une truffe, alors que le Roitelet avait donné son feu vert. Donc Tati Vapote, au risque d'être un petit peu dur, s'est fait emmancher dans les grandes largeurs par un Emmanuel Macron, les doigts de pied en éventail à Brégançon, qui a donné le feu vert, parce que on le sait, les premiers portraits, hein, d'Agresti-Roubache l'a présenté comme proche du couple Macron. Macron qui lui-même l'avait poussé au moment des législatives de 2022. C'est Macron lui-même qui l'avait mis en avant pour représenter le parti. Et donc on a toujours cette proximité avec le couple Macron, Emmanuel Macron qui va jusqu'à faire un bébé dans le dos. Alors, c'est une expression, hein. Déjà, s'il pourrait faire un bébé à sa gonzesse, c'est pas le débat. Donc, on a Emmanuel Macron qui est prêt à aller faire un bébé dans le dos à Elisabeth Borne sur cette histoire d'apparition médiatique. Au fond, on s'en fout, hein, c'est pas du tout l'ampleur de l'affaire, soyons clairs, c'est pas l'importance qu'elle a, mais c'est intéressant, et je vois Anarchy08 qui le dit dans le chat, c'est absolument ça. Pour une fois, Borne pourra se sentir proche du peuple, effectivement. Borne se fait trahir comme le peuple, peut-être que cela lui servira d'exemple pour la suite. Merci à Razel Hanout qui vient de subprime, merci beaucoup. Donc c'est cette histoire qui n'est pas très importante, mais qui démontre un petit peu comment tout cela fonctionne, même en haut lieu. Et d'ailleurs, c'est ma petite théorie, on en a parlé hier ou avant-hier, je pense sincèrement qu'Agresti-Roubache est la nouvelle Schiappa du gouvernement, et ça se voit de plus en plus. C'est-à-dire que Schiappa aussi était présenté comme proche du couple Macron, qui avait plus ou moins tous les droits, qui sortait dans la presse des énormités pas possibles, et là, c'est rebelote. Donc ils nous ressortent le coup de l'ingénu qui a pas sa langue dans sa poche et qui dit des conneries avec le soutien du pouvoir. Ça continue, quoi. Et merci à mon Karim pour le sub 15 et moi j'espère que tu vas bien, mon Karim. Donc voilà un petit peu, les amis, sur tout ça. Et maintenant, je vous l'avais dit, on va faire un peu de react. Vous allez regarder des vidéos ensemble pour les commenter de temps en temps, s'il y a des trucs à commenter. Et je voulais donc faire un exercice, on en avait parlé avant les vacances, parce que j'avais lu le livre, le Great Reset, là. Klaus Schwab, tout le monde a bandé sur ce livre en disant oui, c'est le plan, tout est révélé, ils vont tuer tout le monde. Et en fait, quand tu le lis pour de vrai et pas juste un paragraphe sur Twitter, en fait, c'est pas si évident que ça. T'as juste quelqu'un qui a un regard sur le monde qui peut ne pas plaire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais un regard sur le monde très froid, où ils ont un projet ultra-libéral qui est clair et assumé. Mais il faut le regarder pour ce que c'est. Donc, je voulais regarder avec vous un interview de Klaus Schwab, parce qu'on fantasme beaucoup. Alors, pour ceux pour rattraper le dossier, ceux qui ne connaissent pas le monsieur, c'est celui qui a fondé, qui a créé le forum de Davos, qui préside d'ailleurs dans le même temps le World Economic Forum. Donc, ce forum de Davos créé depuis 1971.
qui réunit toutes les têtes puissantes du monde. Hein. Il y a de la tête couronnée, il y a du dirigeant d'entreprise, il y a du dirigeant tout court. Enfin, voilà, tout ce qui se fait. Toi, tu n'iras jamais. Voilà. Moi, mon rond de serviette, je l'aurai dans plein d'endroits, mais pas sur la table là-bas. Mais bon, j'ai lu des articles pour voir un petit peu ce qu'était le forum de Davos, parce que moi, je m'informe. Hein, et ils ont dit c'est du fantasme. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo de Julien Pain qui était allé au forum de Davos pour savoir s'il gérait le monde là-bas. Et il avait demandé au responsable communication du forum qui lui avait dit non. Non. Donc moi j'y crois, hein. Moi j'y crois, mais il est quand même intéressant, hein, même si apparemment il ne s'agit que plus ou moins d'une réunion tupperware des grands de ce monde. Je veux juste voir quand même ce que dit Klaus Schwab dans les interviews, se confronter en fait aux idées et à la parole de ce monsieur pour le regarder froidement, hein, voir ce que ça veut dire et voir aussi ce que peuvent nous en dire les fact-checkers, parce qu'on a des petites pépites par moment. Donc c'était un interview, j'ai choisi volontiers, c'est le 14 janvier 2018 sur la télé suisse, la RTS. J'ai volontiers pris 2018, comme ça on est avant le Covid, on est avant tout ça, donc ça évite les raccourcis de dire ouais il dit ça par rapport au Covid machin. On est avant tout ça. Alors, peut-être qu'ils avaient les idées dans leur tête, mais si vous pensez ça, c'est que vous êtes complotiste. Voilà. Juste faire attention là-dessus. Comme on n'est pas complotiste, on va juste écouter sagement ce que je nous dis Klaus Schwab et réagir par moment sur tout ça. Tu vois, je veux dire, comment, pourquoi, tu vois. Donc on se farcit un petit peu ça. La vidéo fait 25 minutes, on fera peut-être pas 25, mais il y a des petits passages que j'ai déjà notés qui arrivent dans les premières minutes, vous allez voir. Monsieur le professeur, bonjour. Ah merde, attends, j'ai pas de son. Ah, je suis dans le casque, hein. Foutu casque, c'est fou ça. Merci bien. Vous êtes, Klaus Schwab, l'âme du Forum économique mondial depuis bientôt 50 ans, on parlera de ça. 2018, avec cette affiche extraordinaire, Donald Trump, Emmanuel Macron et tous les autres. Et puis, cette bouffée d'optimisme, l'idée que la croissance revient, que c'est reparti en 2018, vous la partagez? Je me souviens à mon discours de l'ouverture il y a exactement 10 ans. On est entré dans la crise économique, la crise financière, et j'ai dit cette crise économique financière va être suivie par une crise sociale. Et après, probablement par une bataille entre les générations. Alors, je suis optimiste parce qu'on a plus ou moins géré la crise financière, on sort de la crise économique et on retrouve une croissance assez stable, mais je suis pessimiste en ce qui concerne la dimension sociale. Je crois qu'on est encore dans une crise sociale et une croissance économique sans cohésion sociale n'est pas soutenable. On parlera de ces deux aspects tout à l'heure, croissance économique, mais les problèmes sociaux et puis la révolution de la robotisation. Vous avez écrit là-dessus, vous allez publier lundi un livre là-dessus. Arrêtons-nous encore à cette affiche un instant. Macron-Trump, c'est quand même extraordinaire de les avoir ensemble à Davos en Suisse. Il y a un facteur chance, les deux sont là alors que la croissance revient, les deux vont en profiter. Oui, parce qu'il y a deux grands défis cette année. Le premier, c'est comment on va gérer vraiment notre monde. Il y a cette tendance de dire moi d'abord, US first, America first, America first, etc. Alors, à la fin, on est interdépendants, on vit ensemble dans un monde. Et on doit gérer nos affaires d'une manière multilatérale. Alors, c'est très intéressant d'avoir le président Trump à Davos et d'écouter ses propos. Mais le deuxième grand problème, et où on est dans une année décisive, c'est l'Europe. Avec le Brexit, on devrait reconstruire l'Europe. Et naturellement, le président Macron, c'est celui qui est le guide pour ce processus de renouvellement. Alors, déjà, tu as un premier élément. Emmanuel Macron serait le guide.
Et moi, je suis très premier degré. Hein. Vraiment, je suis diplômé de l'école Tronchambier. Donc, c'est vraiment premier degré, plein de mal. Tu vois. On parle d'Emmanuel Macron comme un guide. Je suis pas une brute en allemand, mais guide en allemand se dit Führer. Donc, la dernière fois qu'on a utilisé ce mot, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Et donc, Emmanuel Macron serait le guide concernant le Brexit, hein, donc projet politique qui a commencé avant lui, dans un contexte où il y aurait l'UE face aux États-Unis, mais avec un Donald Trump, donc vous savez, l'affreux fasciste président des fake news et de la destruction du monde, qui se rend quand même à Davos. Donc on a des gens qui, on a des gouvernants, on a des gens comme ça qui se rendent à Davos alors qu'ils passent la plupart de leur temps à critiquer Donald Trump et à dire c'est plus ou moins la peste. Et là, on apprend, là, c'est pour ça, moi, je suis premier degré, hein, voilà, faudrait expliquer, mais c'est le guide. Emmanuel Macron serait le guide hein, pour toute l'Union européenne. Donc les autres seraient plus ou moins des pompes à vélo, parce que bon, voilà, Olaf Scholz, tout ça, mais là, c'est le guide. C'est lui le guide, donc c'est quand même intéressant de voir ces éléments-là. Deux hommes, Donald Trump, Emmanuel Macron, c'est ceux qu'il fallait cette année. Définitivement. Mais il ne faut pas oublier, le monde est devenu multipolaire et c'est très important d'avoir aussi le nouveau monde aujourd'hui représenté. Et là, après la présence du président Xi l'année dernière, de voir le Premier ministre Modi de l'Inde avec nous à Davos, je crois que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le monde fracturé, multipolaire, vous dites. L'an dernier, il y avait ce discours extraordinaire du président chinois. Est-ce que d'une certaine manière, ce sera la réponse de l'Américain aujourd'hui, les Américains qui disent « nous sommes là ». On ne sait pas encore, mais j'espère que ça va être une réponse, mais une réponse positive. Pour moi, c'est tout à fait clair que chaque chef d'un gouvernement ou d'un pays doit représenter les intérêts de son pays. Mais, et c'est la raison d'être du World Economic Forum, mais à la fin, nous devrions travailler ensemble sur un plan mondial. La dimension... Donc, tu vois, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on peut lire en fait. On retrouve plus ou moins ce qui est écrit dans le livre. Je vois dans le chat, effectivement, j'ai parlé d'Olaf Scholz, mais c'est à l'heure actuelle. En 2018, c'était encore Angela Merkel au moment de cette interview. Je vois que vous êtes attentif, c'est bien. Donc, on a en fait un projet politique qui est clair. C'est là où vous connaissez la maison. J'aime bien vous appeler, c'est à quoi je m'attelle aussi, mais à parfois chasser l'hystérie des fantasmes, chasser l'hystérie du complot permanent. C'est-à-dire que aujourd'hui, mettre en avant le fait que des gouvernants, des idéologues, des penseurs envisage la mise en place d'un nouvel ordre mondial, il faut mettre à la poubelle l'excitation que ces thèmes peuvent susciter en chacun de nous ou pas, l'excitation ou le rejet. Mais ces thèmes-là sont des réalités idéologiques. Est-ce que ce sont des réalités factuelles ? Ça, c'est encore un autre débat, on peut en discuter, le constater ou pas, mais je pense que d'une certaine manière, il ne faut pas rentrer dans le jeu des fact-checkers qui veulent hystériser ces sujets-là en les rendant explosifs, c'est-à-dire presque jusqu'à instiller l'idée que parler de ça, c'est déjà être un dissident. Non. De nombreux empires à travers l'histoire avaient ce projet-là de mettre la main sur la plus grande partie possible du monde pour uniformiser le pouvoir. Et en tout cas, le pouvoir qui l'espérait-il, allait être le leur. Donc la vision hégémonique, la vision d'un nouvel ordre mondial qui serait dirigé par une poignée de gens et qui pourrait avoir la main mise sur le plus grand espace territorial possible n'est pas un fantasme. Notre histoire en est remplie, et aujourd'hui, Clochefab le dit là. Il dit le défi, c'est effectivement que ce travail entre pays se fasse finalement de manière unilatérale et au niveau mondial. Et on voit des instances aujourd'hui internationales qui ont un pouvoir grandissant. L'OMS, bien évidemment, on l'a vu avec le Covid, mais l'ONU aussi, par exemple, sont des instances internationales. Ça n'est pas pour rien.
On a des instances qui sont capables aujourd'hui de piloter. L'OMS, on l'a constaté. On l'a constaté. Là, il faut quitter la notion même de complot ou l'excitation que ça peut susciter à dire ça. En vous disant ça, je ne suis pas un Robin des Bois, je ne suis pas un lanceur d'alerte. C'est un constat. L'OMS a piloté avec d'autres instances et avec les gouvernements nationaux de certains pays, mais a piloté cette crise-là, qui était une pandémie. Donc c'est le sens même du terme. Une pandémie, c'est une épidémie à l'échelle internationale. Donc ces instances-là existent, ce mode de gouvernance existe. Il faut arrêter de penser qu'à dire ça, on est un peu des petits foufous et qu'on casse les codes et tout ça. Non, c'est une réalité, c'est un projet politique qui, d'ailleurs, sans être international, se traduit avec des instances supranationales. C'est ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne, dans son mode de gouvernance, dès le départ, qu'on soit d'accord ou pas, est un mode de gouvernance qui vise à supplanter la souveraineté des États pour créer une instance supranationale qui, elle-même, pourra régir en son sein tous les pans politiques les plus importants, qu'ils soient sanitaires, économiques, financiers, militaires, sur le plan de l'éducation, sur toutes ces questions-là. Donc, cette volonté supranationale existe déjà avec l'Union européenne, avec des groupes de pays qu'on peut voir par exemple aussi, enfin, qui peuvent reposer aussi sur des accords économiques par exemple, avec l'ALENA, avec des choses comme ça. Donc aujourd'hui, et c'est là où malheureusement, on va pas refaire le chapitre, on en a beaucoup parlé et trop parlé, mais c'est là où les fact-checkers, je trouve, sont des pompes à vélo, c'est que au fond, leur démarche ne sert pas à rien à 100%. Mais ils hystérisent aujourd'hui des faits. Ils hystérisent des constats. Donc ils en viennent en fait à faire des jugements de valeur sur des choses qui s'imposent à tous. Et après, effectivement, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On a un regard différent selon les gens, selon leur positionnement intellectuel et autres. Mais aujourd'hui, quand les fact-checkers nous disent « il n'est pas vrai qu'un nouvel ordre mondial existe », parler de nouvel ordre mondial, c'est du complotisme. Nicolas Sarkozy, en 2007 ou 2008, dans un discours resté célèbre, en parle. Emmanuel Macron en parle. Les plus grands de ce monde en parlent de nouvel ordre mondial. À l'école, on apprenait ça. En éducation civique, je me rappelle au collège, on apprenait les instances, on parlait en tout cas des instances internationales qui visaient à cela, qui visaient à des politiques internationales qui s'appliquent pour aider tous les pays. Donc, en plus, là où les fact-checkers se trompent, à mon avis, d'angle d'attaque, c'est qu'en plus, ils hystérisent des débats qui ont pourtant un côté positif. L'OMS, par exemple, ça n'est pas que Bill Gates qui veut piquer toute la planète pour faire du pognon. Il y a aussi des gens qui ont été sauvés par les politiques sanitaires de l'OMS. Et reconnaître ça n'empêche pas de reconnaître qu'effectivement Bill Gates a des intérêts financiers énormissimes à travers la mise en place de politiques vaccinales, mais on peut aussi reconnaître que ça a aidé des millions de gens à travers la planète. C'est cette nuance-là qui est très importante à avoir de tous les côtés. Donc quand les fact-checkers disent le nouvel ordre mondial, les politiques internationales de ces instances supra-gouvernementales, c'est du complotisme, en plus ce sont des guignols. Ce sont des guignols parce qu'ils se tirent une balle dans le pied. Ils desservent le discours qu'ils prétendent défendre. Donc c'est hallucinant. Et c'est pour ça qu'il faut être... même nous, je pense, il faut refuser cette hystérie-là et accepter la nuance. C'est qu'on peut combattre la mise en place d'un nouvel ordre mondial sans pour autant dire que tout ce que fait l'OMS est l'œuvre de Satan. Tu vois, il faut faire preuve de nuance, il faut faire preuve de recul, il faut s'aérer l'esprit. L'ONU, par exemple, il y a énormément de manquements, il y a énormément d'affaires terribles qu'on a pu constater ces dernières décennies, mais on a aussi des actions qui sont menées depuis des décennies dans le monde entier et qui ont aidé et aident aujourd'hui des millions de personnes. La lutte contre les famines, contre les guerres et tout ça. Donc c'est cette nuance-là que, à mon sens, beaucoup de fact-checkers n'entretiennent pas et non pas complètement. Et il faut aussi que nous, on évite de tomber dans cette hystérisation. Et c'est pour ça que regarder ce que dit Klaus Schwab me semble très intéressant, parce qu'au fond, le mec n'est pas débile à arriver sur un plateau en disant nous, notre but, c'est de buter la moitié de la population. Tu vois. On n'en est pas là, c'est pas vrai. Donc il faut rester prudent par rapport à ça. C'est du juste milieu, quelque part. Personnel, juste avant cette interview, on rappelait cette image incroyable de la fameuse poignée de main Trump-Macron, où on sent vraiment que chacun veut montrer qu'il est un peu le plus fort. Hein. C'est cette dimension personnelle, ça compte toujours.
Oui, c'est très important. Et Davos, c'est un endroit de dialogue, mais c'est aussi un endroit qui permet aux gens, un petit peu en dehors de procédures protocolaires, normales, etc., de voir qui est vraiment votre vis-à-vis. Et comme ça, d'établir une base de confiance. Je crois c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'intelligence émotionnelle. On peut la cultiver à Davos et c'est très important. Vous avez vu le monde entier, vous parlez souvent au téléphone avec une Merkel, avec d'autres. Cette dimension-là, malgré les années qui passent, ça compte toujours autant, n'est-ce pas? Se parler face à face, ça change tout. Oui, c'est tout à fait clé parce que si on a ce contact direct, on a la base d'exprimer aussi des choses d'une manière un petit peu personnelle, de dire vraiment ce qu'on pense. Et ça, c'est l'esprit de Davos. Dans vos souvenirs, les meilleurs, c'était qui dans ce domaine-là? Il y avait beaucoup, mais je crois le président Clinton, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait cette facilité de s'entretenir avec les gens, de créer de bons contacts. Mais je pourrais ajouter beaucoup d'autres. Les changements de fond, vous le disiez, notre société qui change à une vitesse incroyable. Alors, vous avez publié un livre, cette idée que la robotisation, l'intelligence artificielle change tout, change même l'humanité. Ça va encore plus vite que ce que vous prévoyez? Oui, quand j'ai écrit ce livre il y a 2 ans et demi, je parlais de blockchain, de l'intelligence artificielle. Et les gens qui ont lu cela à ce moment-là ont pensé c'est science fiction, c'est fiction. Mais si je regarde maintenant, après quelque chose comme 30 mois, c'est devenu tellement vite une réalité. Moi, je suis moi-même étonné. J'ai dit, toute cette révolution va venir comme une avalanche ou un tsunami. Et c'est vraiment la réalité. Pensez à le trafic automatique, etc. Ce n'est plus une idée, c'est aujourd'hui la réalité. Chacun le voit au quotidien quand on va à la Coop, à la Migros, peu importe les marques, dans les supermarchés. On voit maintenant ces caisses automatisées avec moins de caissières. C'est ça la révolution industrielle, la 4e. Oui, c'est le grand défi de la 4e révolution, parce que ça va certainement détruire des jobs, mais ça va créer de nouveaux jobs. Mais parce Est-ce que ça en crée, vraiment? Parce qu'on l'espère toujours, mais on se dit, voilà, entre deux, il y a beaucoup de perdants. Oui, si vous regardez par exemple les statistiques et vous regardez combien de personnes sont recherchées sur le marché du travail, pas seulement le taux de chômage, vous voyez, on a besoin encore des gens avec des talents. Mais c'est une période de restructuration. Et ce qui est absolument nécessaire, que les États, les gouvernements font tout le possible pour créer les skills, les capacités pour demain. Et mon souci, c'est pas qu'il n'y a pas le travail à la disposition, mais qu'il n'y a pas les gens qui ont la capacité, les capacités qui sont demandées demain. Certains disent même, des patrons, notamment des patrons de la Silicon Valley, tôt ou tard, le travail va tellement changer qu'il faut un revenu de base universel et que c'est l'avenir. Est-ce que vous le pensez ? Je crois que ça, c'est une possibilité tout à fait réaliste, mais peut-être dans 10 ans, 20 ans. Moi, je prévois, et je suis toujours très optimiste, je prévois que nous sommes au début d'une nouvelle renaissance humaine, facilitée par la 4e révolution industrielle, et on va créer un secteur, un 4e secteur, parce qu'on va ajouter à l'agriculture, à la production, au secteur de services, un secteur
que je dis, je pourrais créer la définition un secteur culturel, créateur, etc. Ça va donner aux gens la possibilité de s'occuper des malades, etc., des vieux. Mais pour cela, il faut rétribuer ces gens, c'est oui. ça. Ouais. Donc ça, c'est une idée. Avant, c'était une idée très à gauche. Aujourd'hui, beaucoup l'acceptent dans tous les milieux, n'est-ce pas? Oui, mais je refuse aussi aujourd'hui cette définition gauche-droite, parce que ce qui s'est passé, c'est, regardez, le socialisme, le capitalisme, ce sont des idéologies qui sont liées à la première révolution industrielle. Aujourd'hui, je préfère une classification ouverte vers le changement ou fermée, c'est-à-dire traditionnaliste. On se bat contre le changement. C'est aujourd'hui le schisme de la population. Cette 4e révolution industrielle... Vous voyez un petit peu la teneur du discours par rapport à ça. Ce qui est assez clair, on va peut-être pas se frapper les 25 minutes. On pourra finir demain si vous voulez. Je veux juste vous laisser tranquille pour 18h, comme il y a la farce tranquille qui va commencer. On est à 10 minutes, on pourra finir demain si vous voulez, il n'y a pas de problème. On finira l'épisode. Mais c'est vrai, enfin l'émission, pardon. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant pour l'instant, en tout cas, merci à Ursa Plus pour le sub, le deuxième mois, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, en tout cas dans ce premier bloc de 10 minutes, je pense qu'on finira demain, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Dans ce premier bloc de 10 minutes, on a la colonne vertébrale intellectuelle de la politique d'Emmanuel Macron. Alors, c'est un lien que l'on fait pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais d'ailleurs, la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron, mais de Rishi Sunak, de Justin Trudeau, de ce camp progressiste politique, on est absolument dans cette même ligne. C'est-à-dire, on parle de renaissance humaine, hein, d'ailleurs avec Klaus Schwab, qu'on soit bien d'accord, jamais de la vie je pourrais croire une seule seconde qu'il parle moyennement bien français, il se corrige lui-même quand il fait des fautes de français. Donc, il parle de renaissance humaine à dessein, à mon avis. Renaissance, d'ailleurs, je vous laisse faire le lien. Voilà, toute ressemblance avec un parti politique existant est purement pas fortuit. On parle de renaissance humaine, apportée par cette 4e révolution. Là, ça devient un petit peu plus flou, parce qu'il théorise l'apparition du 4e secteur, qui est le secteur des services, qui existe quand même depuis 40 ans, voire 50 ans. Donc bon, c'est peut-être un petit peu plus curieux à ce moment-là. Mais il parle de renaissance humaine, il parle finalement d'un nouveau schisme politique qui n'est plus celui de la droite et de la gauche. Il parle d'un schisme entre ceux qui sont ouverts au changement et ceux qui refusent le changement. Donc on a le changement que l'on pourrait traduire par progrès. Alors, je pense pas trahir son message en disant ça. Donc, on voit bien qu'on a cette idée-là de renaissance, de renouveau, d'un schisme entre les hommes qui sont prêts, les hommes avec un H majuscule, qui sont prêts à changer et ceux qui veulent rester dans leur forme initiale. Donc, on a d'une certaine manière une volonté de changement de l'humanité, d'évolution de l'humanité, de progrès de l'humanité. Et ce qui est intéressant, et l'histoire nous l'a montré par exemple en France au moment de la Révolution, mais on ne peut nier que c'est l'un des piliers des totalitarismes, c'est-à-dire la volonté de changer l'homme. La volonté d'un homme nouveau, d'un homme façonné. Alors, chez les nazis, c'était le surhomme nietzschéen, si vous voulez, le surhomme nazi qui devait voir le jour. Chez les communistes, c'était le camarade idéal. Aujourd'hui, on a quelque part cette volonté-là d'un changement aussi de l'humanité, entre ceux qui vont accepter de progresser, donc peut-être par le biais du transhumanisme, par le biais de l'acceptation de l'évolution de la société, par le biais d'X ou Y chose, et ceux qui vont le refuser. Mais on a quand même, en tout cas dans ce que nous dit Klaus Schwab là, et ce qu'on peut retrouver aussi dans son livre, on a ce nécessaire cap que l'humanité va devoir passer pour aller de l'avant, pour aller vers le progrès, aller vers cette renaissance humaine. Je cite ce qu'il dit, cette renaissance humaine. Le terme est assez lourd, on pourrait, sans jouer au prof de philo assez chiant, on pourrait vraiment réfléchir sur ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Le terme de renaissance humaine est très intéressant, parce qu'il fait appel bien sûr à l'histoire, mais il fait appel aussi à cette notion presque de gestation d'une humanité nouvelle,
Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites dans le chat si vous êtes OK pour qu'on continue demain les 15 minutes qui restent de l'interview de Klaus Schwab. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à discuter. Dites voilà, oui ou non en majuscule, comme ça je vois à peu près la grande tendance. Moi je vais vous abandonner parce que dans 4 minutes, c'est la farce tranquille. Voilà, on finit. On avait dit 18h, c'est magnifique. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller tout de suite vers la vidéo. Voilà, il y a du oui, j'ai l'impression que c'est la majorité qui l'emporte. Il y a du oui. Donc demain, on finira l'émission, on finira l'interview de Klaus Schwab pour continuer à réfléchir sur tout ça en rejetant l'hystérie. N'oubliez pas, c'est le but, on réfléchit sereinement. Voilà. Donc les copains, je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, 16h45 pour le Juste Bistrot. 190e du nom. Et maintenant, c'est la farce tranquille. C'est la farce tranquille, les amis, qui vous attend. Un épisode, j'espère, qui va vous plaire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, les copains. Profitez bien, amusez-vous bien. Voilà, faites la fiesta loca, ça fait toujours plaisir. À demain, en pleine forme. Vive la rigolade et vive la France.